bonjour à tous. Donc nous sommes à Churchill 2, deuxième épisode. Parce que faire tout d'un coup, c'est une grande évocation, la vie de Churchill. Donc on ne peut pas faire ça en 5 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ça le faire en 2 épisodes. Donc je vous ai quitté la semaine dernière au début de Churchill, chef de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on rattaque sur ce sujet. Donc nous sommes à page 291. Nous nous battrons. Finalement, quand l'opération Dynamo se termine, hein, l'opération Dynamo, hein, c'est la traversée de l'armée anglaise entre Zwidcock, Dunkerque et vers l'Angleterre dans la panique. Hein. Quand l'opération Dynamo se termine, le 4 juin, avec le rembarquement presque inespéré de 330 000 hommes, 200 000 Anglais et 130 000 Français, Churchill s'empresse de proclamer, dans un de ses plus célèbres discours, qu'il n'a qu'une politique, la guerre. La guerre à outrance, la guerre jusqu'à la victoire, après avoir reconnu que l'on ne gagne pas les guerres par des évacuations. Il écrit, même s'il faut des années, même si nous sommes seuls, nous ne fléchirons pas, nous ne faillirons pas, nous marcherons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France, nous nous battrons sur les mers, sur les océans, nous nous battrons dans les airs avec une force, une confiance croissante. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les aérodromes, nous nous battrons dans les camps et dans les rues, nous nous battrons dans les collines, nous nous rendrons jamais. Et même si ce que je ne crois pas un instant possible, notre île, une grande partie de notre île, devait être subjuguée et affamée, alors notre empire, et au-delà des mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait le combat jusqu'à ce qu'un jour, alors que Dieu choisira le nouveau monde de toute sa force et sa puissance, s'avance pour secourir et libérer l'ancien. Forte détermination. Alors, page 298, l'heure la plus belle. 298. Alors, telle est l'inspiration de Churchill, des phrases exaltantes et sublimes à la péroration du discours enflammé, un discours mi-moral, mi-idéologique, prononcé le 18 juin, au lendemain de la défaite française. Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France a pris fin. La bataille d'Angleterre peut commencer d'un moment à l'autre. Du sort de cette bataille dépend la civilisation chrétienne. Nos mœurs et nos coutumes en dépendent, ainsi que la longue continuité de nos institutions de l'Empire. Toute la furie, la puissance de l'ennemi s'abattront bientôt sur nous. Hitler sait que s'il ne nous détruit pas l'impuissance dans notre île, il perdra la guerre. Si nous arrivons à lui tenir tête, toute l'Europe recouvrira un jour sa liberté. Et les hommes pourront lever les yeux vers un avenir vaste, paisible et radieux. Mais si nous tombons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, et tout ce que nous avons connu et aimé, sombrera dans l'abîme d'une nouvelle barbarie qu'une science pervertie rendra plus sinistre et peut-être plus longue que l'ancienne. Recueillons-nous donc et affermissons-nous dans le sentiment du devoir. Conduisons-nous de telle façon que, même si l'Empire britannique et sa communauté de nations devaient durer 1000 ans, encore les hommes diront toujours « Ce fut l'heure la plus belle de notre histoire ». Grande exaltation. Alors, 298, page 314, jamais un si grand nombre. 314. Jamais un si grand nombre d'hommes n'a été redevable à un si petit nombre. Les 15 et 16 août, journée capitale dans l'offensive aérienne de la Luftwaffe, Churchill s'était rendu tout à fait cessante au quartier général du Fighter Command, celui de la brigade aérienne la plus engagée dans la bataille, le numéro 11 Group. Au retour dans la voiture, le général Ismay avait entendu le Premier ministre bouleversé se répéter à lui-même « Never in the field of human conflict
was so much hovered by so many to see few. Voilà, hein, ce qu'on vient de dire. Voilà. La bataille a commencé en juillet par 3 semaines d'escarmouches au-dessus de la Manche. L'objectif allemand était de saigner la chasse britannique et de bloquer sa navigation et le ravitaillement des insulaires. Puis, le 30 juillet, Churchill donne l'ordre à Göring de lancer la grande bataille aérienne baptisée Hundenskirch, la bataille de l'Aigle. Mais celle-ci, qui débute à la mi-août, tourne court. Cependant, dans les derniers jours d'août et les premiers jours de septembre, sous le coup de boutoir de Luftwaffe, la RAF chancelle. En effet, la tactique allemande s'est maintenant concentrée sur deux objectifs cruciaux. Les installations au sol du Fighter Command, aérodrome, centre de communication, stations de secteur, et les usines de construction des Spitfire et des Hurricanes. C'est alors qu'intervient pour les Anglais un renversement de fortune, à la suite d'une complète altération de la stratégie allemande. Le début du Blitz, c'est-à-dire des bombardements de terreur sur Londres et les villes britanniques. Alors ça n'a jamais marché, hein. L'histoire l'a toujours démontré. En fait, ce nouveau plan allemand, qui prend complètement en dépourvu les Anglais et leur cause des milliers de morts et d'énormes dégâts, échoue complètement, car le moral de la population tient bon. Tandis que la chasse britannique bénéficie d'un répit inespéré et démontre avec brio qu'elle n'a rien perdu de son mordant. Le point culminant est atteint le 15 septembre, journée cruciale et où les vagues d'assaut de la Luftwaffe se succèdent au-dessus de Londres, mais subissent une cuisante défaite marquée par de lourdes pertes. L'effet est immédiat. Hitler décide 2 jours plus tard de remettre jusqu'à nouvel ordre le projet de débarquement, dont l'échéancier avait pourtant été fixé au 21 septembre. Et le 12 octobre, il renonce à l'invasion de l'Angleterre. Et oui, moment stratégique. Alors, page 340, donc pacte avec le diable. 442. Mais c'est surtout en printemps 1941 qu'à la lumière des renseignements provenant d'Ultra, Churchill acquiert la certitude qu'une puissante offensive allemande à l'Est est proche. Alors Ultra, c'est le code allemand qui était déjoué par les Britanniques et puis leurs alliés polonais. Début avril, il enjoint à l'ambassadeur britannique à Moscou, Sir Stamford Cripps, de transmettre d'urgence un message d'avertissement au ministre des Affaires étrangères, Molotov. Toutefois, Cripps tergiverse, puis, après un rappel alors du Premier ministre, remet une note au ministre adjoint Wyszynski. De plus en plus persuadé de la proximité de l'affrontement, Churchill en fait part à Roosevelt, d'autant que le 12 juin, les services britanniques ont décrypté un message envoyé de Berlin à Tokyo par l'ambassadeur du Japon annonçant l'imminence de la campagne contre l'Union soviétique. La veille de l'attaque, en se promenant au Shakers, le Premier ministre déclare à son secrétaire Colville que si Hitler s'avisait d'envahir l'enfer, lui-même pactiserait avec le diable. Aussi, lorsqu'au premier matin du dimanche 21 juin, lui est annoncé le déclenchement de l'opération Barbarossa, Winston accueille la nouvelle avec jubilation. Et il fait savoir qu'il parlera le soir même à la BBC. Sans même consulter le cabinet de guerre, il prononce alors un grand discours d'homme d'État que Harold Nicholson a qualifié de chef-d'œuvre. La Grande-Bretagne, explique-t-il, va immédiatement tout mettre en œuvre pour aider l'URSS dans la lutte contre l'ennemi commun. Au cours des 25 dernières années, précise-t-il, en rappelant son attitude passée à l'égard du régime bolchevique, nul n'a été un plus ferme adversaire du communisme que moi, et je ne renie rien de ce que j'ai dit. Mais devant le spectacle actuel, tout disparaît. Le passé, avec ses crimes, ses folies, ses tragédies, tout s'évanouit. Nous avons un objectif irrévocable, abattre Hitler. Tout homme, tout pays qui combat le pouvoir nazi sera assuré de notre soutien. Tout homme, tout pays qui s'allie à Hitler est notre ennemi. En conséquence, nous donnerons à la Russie et au peuple russe
toute l'aide possible. Nous en appellerons à tous nos amis, à tous nos alliés, à travers l'univers, pour qu'ils agissent de même. Le danger qui menace la Russie est notre danger. Partout dans le monde, les hommes et les peuples libres font cause commune avec ceux qui se battent pour défendre leur sol, leur maison, leurs champs, que leurs ancêtres ont labourés depuis des temps immémoriaux. Les milliers de villages où il est si dur d'arracher à la terre les moyens de subsistance, mais où l'on trouve encore les voies de l'existence humaine, le rire des jeunes filles et les jeux des enfants. Voilà. C'est dans le lyrisme qu'il trouve sa foi. Hein. Alors, page 410, Yalta. 410. Sur le plan diplomatique, la rencontre a été mal préparée du côté anglo-américain. Une préconférence à Malte n'ayant duré qu'une journée. Le 2 février et n'ayant aplani aucun des dossiers. Sur place, Churchill, qui loge dans une grande demeure dominant la mer Noire et fourmillant de domestiques, mixte de châteaux écossais et de palais mauresques, selon le général Ismay, à la satisfaction d'aller un jour à Balaklava, visiter le site de la charge de la brigade légère, à laquelle avait participé son vieux régiment du 4e hussards. En une formule lapidaire, Ismay a résumé la conférence. Gastronomiquement plaisante, socialement réussie, militairement sans utilité, politiquement très déprimante. Tout de suite, Churchill sent les fissures du front commun avec Roosevelt, ce qui accroît ses inquiétudes et sa nervosité. Les Russes remarquent vite que la fébrilité du Premier ministre se traduit par des tremblements dans les mains et une consommation accrue de cigares. Churchill arrive avec un esprit sombre. Le 24 janvier, il avait écrit à Eden « Le seul espoir pour le monde, c'est l'entente entre les trois grands. S'ils se disputent, nos enfants sont fichus. On repartira plus sombre encore, ayant constaté l'irréalisme de son partenaire d'outre-Atlantique et pris la mesure du New Deal en train de gagner la scène mondiale. D'autant que le président, très malade, attendait à l'origine expédier les affaires en 5 ou 6 jours. Ce qui a valu une saillie célèbre de Winston, rappelant que le Tout-Puissant lui-même avait pris 16 jours pour organiser le monde. Au total, les principales décisions de Yalta concernent la mise sur pied de l'Organisation des Nations Unies, l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon, une déclaration de principe sur l'Europe libérée. Mais sur la question japonaise, tout reste soumis au bon vouloir des soviétiques, et les Occidentaux doivent se contenter d'un communiqué affirmant la volonté des trois puissances d'établir dans de nouvelles frontières une Pologne forte, libre, indépendante. Le gouvernement démocratique fonctionnant à Lublin devant s'élargir par l'inclusion de personnalités de l'intérieur et de Londres. En ce qui concerne l'Allemagne, le principe d'une occupation totale et de répartition substantielle est adopté. Mais il faut à Churchill et aux Britanniques se battre, comme des lions selon l'expression Harry Hopkins, pour obtenir de leurs deux partenaires l'attribution à la France d'une zone d'occupation et d'un siège du Haut Conseil de contrôle à Berlin. Tel quel, le règlement de Yalta ne fait qu'entériner la carte de la guerre à laquelle sont parvenus les belligérants en 1945. Contrairement à une légende tenace, les États-Unis et l'URSS ne se sont point partagé le monde. En revanche, l'état d'infériorité du troisième grand est déjà apparent. D'analogie, mieux vaut comparer le système issu de Yalta au système produit par le Congrès de Vienne en 1815. Deux constructions façonnées par les grandes puissances, mais toutes deux génératrices, sinon de paix, du moins d'absence de guerre majeure. Alors, page 418, la chute. En réalité, alors qu'il ne prévoit guère d'échec, Churchill lutte
à contre-courant sans mesurer la puissance de la vague en faveur du renouveau qui entraîne l'électorat. C'est des élections normales, hein, mais il a gagné la guerre, mais il ne sera pas réélu. C'est dur mais injuste. Ce que montrent au contraire les enquêtes sociologiques menées par Mass Observation, qui pronostiquent quant à elles une victoire du Labour. Déjà en 1944, Tom Harrison, à la suite d'une étude fouillée intitulée Whirlwind, avait montré que Churchill, s'il avait une réputation immense de war leader, ce bulldog of battle n'apparaissait pas comme l'homme approprié pour le temps de paix ni pour les problèmes intérieurs. On raconte aussi un dialogue entre Winston et le maréchal de l'air Harris. Au premier, qui lui demande comment voteront ces aviateurs du général commande, le second répond aussitôt 80% voteront Labour. Dépité, Churchill réplique cela m'en laisse 20%. Non point, rétorque Harrison, ces 20%-là s'abstiendront. Voilà. Malgré tout, le résultat des élections tenues le 5 juillet, mais dont le résultat n'est connu que le 26 en raison du vote des militaires éparpillés outre-mer, prend de surprise tout le monde en bouleversant la donne politique. L'éclatante victoire travailliste signifie la défaite personnelle de Churchill. Sur près de 25 millions de voix, les conservateurs n'en recueillent que 10. Et surtout, l'arithmétique parlementaire est complètement bouleversée. 393 sièges vont au Labour et seulement 213 aux conservateurs, 12 sièges étant attribués aux libéraux et 20 à des divers. Humiliation supplémentaire pour Winston dans sa propre circonscription de Woodford, où travaillistes et libéraux avaient décidé de ne pas présenter de concurrent contre lui. Un candidat inconnu et inodore réussit face aux 28 000 voix de Churchill à en obtenir plus de 10 000. Sur les réactions de celui qui venait d'être ainsi précipité du Capitole à la roche carpéienne, les versions divergent. Selon l'un de ses aides de camp, alors que Churchill se trouve dans son bain et que son collaborateur lui annonce les mauvaises nouvelles, il commente « Ce peut fort bien être un raz-de-marée, mais les élections ont parfaitement le droit de nous... Les électeurs ont parfaitement le droit de nous blackbouler. C'est là la démocratie. C'est bien pour elle que nous sommes battus. Et maintenant, passe-moi mon peignoir. » En revanche, à Clémentine, Churchill, la seule personne à avoir accueilli avec quelque satisfaction la nouvelle, qui pour consoler son mari lui dit « Après tout, c'est peut-être un bienfait caché. » Winston riposte amer « Pour un bienfait caché, il est bien caché. » Voilà, c'est dur à avaler la défaite. Alors, page 426, peinture, hein, c'est ce que j'évoquais dans le premier épisode, page 426. Churchill peintre. En vérité, le rétablissement de Winston après sa période dépressive de l'été 1945 a commencé dès l'automne. À la faveur d'un séjour de détente dans le beau cadre du lac de Caume, il s'est remis à la peinture, ce qui représente pour lui un signe très positif. Grâce à ma peinture, déclare-t-il à son médecin, j'ai retrouvé mon équilibre. Je suis rudement content d'être libre. Ajoutant, je me consacrerai à la peinture pendant tout le reste de mes jours. Je n'ai jamais si bien peint. Mais le naturel revient en galop. Sur le plan politique, Churchill, le leader du Parti conservateur depuis 1940, n'entend nullement lâcher le poste de leader de l'opposition. Non que le travail que comporte la fonction de leader de l'opposition le tente beaucoup, car cela se résume à une ligne négative, combattre le gouvernement, ce qui ne s'accorde guère à son tempérament. Même devenu vieux, le titan garde comme première raison de vivre l'action et le pouvoir. Mais dans la pratique politique britannique, le titre de leader d'opposition est aussi le seul moyen de devenir ou de redevenir Premier ministre. Au cas où, à la suite de nouvelles élections, la majorité changerait aux communes. C'est pourquoi Winston conserve précieusement cet atout dans sa manche. Ce qu'exprimait de façon plaisante son ami Brendan Bracken, Winston est en pleine forme et bien décidé à continuer comme leader du parti Tory, jusqu'au jour où il redeviendra Premier ministre sur la terre ou ministre de la Défense dans le ciel. Voilà. Alors, page 429, discours de Fulton.
Alors, Fulton, c'est aux États-Unis. Hein. On ne pourrait, commence-t-il, ni prévenir la guerre, ni faire avancer une organisation entre les nations sans ce que j'ai appelé l'association fraternelle des peuples anglophones, ce qui nécessite une relation spéciale entre le Commonwealth et l'Empire britannique et les États-Unis d'Amérique, et d'esquisser un pronostic. Peut-être même en arrivera-t-on un jour à une citoyenneté commune. Puis l'orateur en vient à l'attaque frontale contre l'expansionnisme du régime stalinien. L'ombre s'est emparée de la scène illimitée naguère par la guerre alliée, illuminée naguère par la victoire alliée. Personne ne connaît les intentions de la Russie soviétique ni les plans d'expansion des organisations communistes internationales. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent européen. Derrière cette bannière se trouvent les anciennes capitales de l'Europe. Derrière cette barrière se trouvent les anciennes capitales de l'Europe, du centre et de l'Est. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest, Sofia, toutes ces cités célèbres dont la population a passé dans ce que je dois appeler la sphère soviétique. Enfin, sauvienne, qui en sera sauvée. Hein. Toutes sont soumises non seulement à l'influence soviétique, mais à un contrôle croissant de Moscou. Donc il est créateur de cette formule de rideau de fer. Voilà. Donc c'était un discours fait aux États-Unis, voilà, juste après-guerre. Donc, page 449, le crépuscule. Voilà, comme ça j'en aurais fini avec la partie historique. Voilà, le temps du crépuscule, 1955-1965. Aussitôt après avoir démissionné de son poste de Premier ministre, Churchill part peindre en Sicile. Certes, les occupations à côté de la peinture ne lui manquent pas. History of the English-Speaking Peoples, donc l'histoire des populations de langue anglaise, hein. Donc son grand rêve de reconstituer l'empire anglo-saxon, hein, en réunissant aussi les États-Unis, reste à achever. Les invitations affluent de l'Angleterre et de l'étranger. La famille et les amis sont là, discrets et pleins de sollicitude. Mais le vieux lion a beau garder une stature de leader mondial, son moral est au plus bas. Qu'est-ce que tout cela en comparaison du pouvoir, des responsabilités de la grosse politique, la grosse politique. Un jour où Clémy, sa femme, essayait de le raisonner sur son changement d'existence, la réponse de Winston jaillit, à la Clémenceau. Il me reste mes griffes. Oui, mais qu'en feras-tu? Rien. Je vivrai avec elle jusqu'à ce que je meure. À la fin de 1958, pourtant, un épisode remplit Winston de fierté. Le général de Gaulle le fait compagnon de la Libération. La cérémonie se déroulant dans les jardins de l'hôtel Matignon. De Gaulle est alors président du Conseil. Peu à peu, la mélancolie gagne, sans que l'on puisse parler de retour du Black Dog. Les moments de dépression, de doute se font plus fréquents. À cela, deux raisons. L'une est que la santé du vieillard se détériore. Lui-même, très lucide sur son propre cas, constate tristement qu'il n'a plus la force physique ni mentale qui nourrissait son énergie d'antan. De surcroît, sa surdité croissante qui le coupe des autres l'afflige d'autant plus qu'il a horreur des appareils auditifs et refuse obstinément d'en porter un. L'autre source de désolation, c'est le constat fait chaque jour du recul de l'influence de la Grande-Bretagne dans le monde. Le fiasco de Suez l'a profondément atteint et humilié, de même que l'échec l'idée d'un rapprochement avec l'URSS s'éloigne de plus en plus. La politique de Wind of Change in Africa de Macmillan le laisse sceptique et déçu. Dans ce désarroi, à l'idée d'avoir tant œuvré en vain, il avoue à sa cousine, Clarence Sheridan, l'empire auquel je croyais n'existe plus. Ici, comment ne pas se remémorer ce qu'écrivait le jeune officier de hussards quand il concevait son roman Savrola. Un sentiment, disait-il,
de lassitude, de dégoût, de la lutte, de désir de paix emplissaient son âme. Il était sur le point d'atteindre l'objectif sur lequel il avait tant lutté et il n'en voyait plus l'utilité. Non moins éclairante est la conversation avec ses deux filles, Diana et Sarah, aux alentours de 1960, alors qu'elle lui faisait savoir que ce que représentait la prodigieuse aventure de sa vie, ses livres, ses tableaux. Winston rétorque dans un murmure: « J'ai beaucoup fait pour en définitive ne rien faire. C'est avec tristesse que la famille et les amis assistent à ce lent et inexorable déclin. Comment accepter qu'un géant de l'humanité ne soit dorénavant plus que l'ombre de lui-même ?» Voilà, donc maintenant je vous rappelle, hein, on passe à Doris, hein, de Stéphanie Desortes, voilà, aux éditions Albin Michel. Donc c'est un roman de 2002 qui évoque toute la période de Churchill et où passe Churchill un peu derrière le décor. Voilà, donc je vais vous lire d'abord la jaquette. Née dans une banlieue populaire, Doris Delavigne se rêve en épouse d'aristocrate et reine de Londres. À 16 ans, elle se jette au cou d'un jeune capitaine de cavalerie. À 18, elle devient la maîtresse d'un joueur de polo et hante bientôt les nightclubs de la mode. Dans le quartier chic de Mayfair, au cœur des années folles, on couche, on s'amuse, on se noie dans le champagne. Doris est la courtisane en vogue. Ses faveurs sont remarquables, on lui prête des secrets dignes de ceux de Cléopâtre. Sa devise, le lit d'une Anglaise et son royaume. Margot Hoffman, Randolph Churchill, Cecil Beaton, Tom Mitford, tout le monde lui cède. Le vicomte Castelross en tombe fou. Il l'épouse, elle le ruine. Même Winston Churchill, rencontré dans le sud de la France, succombera à l'éther aux faux airs de Greta Garbo. Voilà, c'est un roman, quoi, une évocation. Alors, page 11, 1942. Voilà, c'est un manoir du XIXe siècle dans le Buckinghamshire, au nord-ouest de Londres. Certains le décrivent comme un abominable plum pudding. D'autres, plus retors, évoquent son style pseudo-Tudor, teinté de baroque hollandais et de gothique victorien. Un dôme de cuivre, d'inspiration italienne, est étrangement posé sur l'aile gauche de la maison. L'intérieur est en piteux état. Voûte délabrée, boiserie massive aux fantaisies alhambresques, vitraux fondus, mais qui s'en soucie. En cette matinée glaciale de décembre 1942, Bletchley Park fourmille de militaires, de civils en costume 3 pièces, de secrétaires aux souliers éculés, de mathématiciens et autres génies, experts en apologie universitaire, cruciverbistes, champions d'échecs, analystes, linguistes. Ils se nomment John Tiltman, Dully Knox, Alan Turing, Josh Cooper, Stuart Milner Bury, Mimi Galilei, Sarah Baring. Ils inventent des machines infernales, décryptent les messages occultés envoyés par les U-Boot ou les divisions de Panzer. Ils connaissent les cibles des bombardements de la Luftwaffe. Ils cassent les codes et accèdent au cœur du dispositif ennemi. Ils ont appris la discrétion, la seule règle de Bletchley Park. Ne parlez pas pendant le repas, ne parlez pas dans les transports, ne parlez pas en voyageant, ne parlez pas dans votre contentement, ne parlez pas au coin du feu. Un jour, l'histoire leur rendra hommage. Pour l'heure, ces hommes et ces femmes se démènent sans se douter qu'une crise imminente menace de ruiner leurs efforts. Voilà, bon, et cette intrigue, on utilise donc les décrypteurs d'Enigma. Voilà. Page 38, donc Nuit à Londres. Alors, ce soir, on fête la chute de l'Empire romain au cadran. Doris a la taille drapée dans une toche de soie ivoire, une couronne de feuilles de vigne mordorées sur le front et des spartiates qui grimpent le long de ses jambes, à tomber par terre.
Aux inconnus qui lui chuchotent des niaiseries à l'oreille, elle sourit et acquiesce avec ardeur. Ce petit blond est si chou avec son teint de pêche et sa cape doublée de soie rouge. Il rit en se trémoussant. Doris murmure aux oreilles du barman: j'attendais vraiment un peu plus d'originalité de la part du prince de Galles, car au cadran, on croise des rois et des aristocrates, des magnats de la presse, des financiers. Qui est cet homme à la silhouette ronde, dont le visage disparaît derrière la fumée d'un cigare? Le ministre de la guerre, Winston Churchill en personne, venu s'encanailler et bombant et tombant en admiration devant Norris. Qui êtes-vous? Une apparition? J'aimerais vous peindre. L'accepterez-vous? De vous, monsieur, j'accepte tout. Elle ose lui dire qu'il est temps que les femmes aient le droit de vote. Et pourquoi pas les aliéner pendant que vous y êtes? Rétorque Churchill. En rentrant chez Gertie, alors que les premiers rayons de l'aube percent l'obscurité, Doris s'arrête au Cavendish Hotel et boit un dernier verre avec Rosa Lewis, la patronne. Une pipelette sur le retour qui s'abreuve de ragots en tout genre. Ah, le prince de Galles, soupire Rosa, en sirotant son gin fizz. Une véritable lopette celui-là. À mon avis, un petit pédé. Au moins, ma belle, j'ai connu l'excellence. J'ai connu Bertie, mon prince de Galles à moi. Il en avait, ça je peux te le dire. Et il a trempé partout, le coquin. Quand tu penses que sa chaude pisse a été à l'origine de la mort de son père. Oui, Albert est venu sermonner Bertie sur son lit d'hôpital. Il a pris froid, il en est mort, et Victoria ne s'en est jamais remise. La chaude pisse, c'est peut-être la mienne, je l'avoue. Ah, c'est pas comme le nouveau, là. Le blondinet qui souffre déjà d'éjaculation précoce. Ce dont il aurait besoin, c'est d'une bonne fessée. Tu devrais t'y coller. En attendant, sniff un peu. Chérie, ça remet de tenir jusqu'au matin. Aucune dépendance, mon petit. C'est de la cocaïne. Ben oui, ça n'a pas d'importance. Alors, page 56. Entretenu. Alors, Doris est entretenue, certes, mais enfin indépendante. Elle est couverte de bijoux, Cartier, toujours Cartier. Jacques Cartier compte parmi ses amis fidèles. La mode est au clip agrafé au décolleté. Son préféré est orné de 2 plaques de jade gravées de feuillage, renforcées de motifs géométriques, serties de diamants et ponctuées d'éclats d'onyx. Une splendeur. Dans son dressing, des toilettes de Paul Poiret, Jean Patou, Madeleine Vionnet. Les Français sont si talentueux. Lady a tout pour lui. Lady a tout pour lui. C'est la personne qui paye, quoi. Lady a tout pour lui, sauf un titre. Mais Doris s'en balance. Sa fortune équivaut à 4 quartiers de noblesse. Soudain, l'argent n'est plus un souci. Doris se découvre un goût immodéré pour les achats dispensieux. Elle rapporte de Milan 250 paires de chaussures, de souliers les souliers se déforment vite. Elle fait venir de Paris des bas de soie à une guinée la paire et ne les porte qu'une seule fois. Elle possède pléthore d'écharpes en tulle, brodées en filigrane, des aigrettes, des robes d'une saison qu'elle ne portera jamais plus. Tout ce que Doris veut, Doris l'obtient. Ses tiroirs regorgent de tenues raffinées, de fleurs artificielles, de châles en tartan écossais, de métrages de satin, d'étoiles de diamants. Oh, c'est une fille entretenue, quoi, une courtisane. Alors, page 242, la guerre. Eh oui, la guerre omniprésente à cette époque. Page 242, on se proche de la fin. Hein. Voilà. À Dudley Delavigne, son frère, 8e armée, Tunisie, Noël 1941. Mon tendre amour, mon Dudley, mon très cher petit frère. Angela m'écrit que tu es quelque part sur le front d'Afrique du Nord, engagé dans la bataille du désert. Je suis abasourdi. Tu avais pourtant promis de rester auprès d'elle et des enfants. J'avais loué cette maison pour vous dans le Surrey. Vous deviez y demeurer tout le temps de cette guerre. Dudley, nous n'avons pas besoin de héros. L'Angleterre en est pleine. Je te veux vivant. Ta famille a besoin de toi. Prends garde à toi, mon petit frère, et reviens-nous. Vite, très vite.
Comme je t'en veux, de t'être engagé, je suis terriblement en colère. Et pourtant, si tu avais besoin, si tu savais combien je t'admire, j'espère être rentré en Angleterre à ton retour, te serrer dans mes bras jusqu'à t'étouffer. Ici à New York, parce que si on fuit à New York, elle est pas folle, je vis un martyr épouvantable. On me tourne au dos. On ne m'invite plus guère. Les hommes de ma vie ne se sont évanouis, les uns après les autres. Mes amis sont partis, à Nassau, à la Barbade, au Mexique. Je n'ai plus aucun moyen de survie. C'est si difficile. Mon Dieu, j'ose te raconter cela alors que tu es en pleine bataille. Dudley chérie, pardonne-moi. Je suis si malheureuse, perdue. Je suis si seule, chérie. Comprends-moi. Les choses sont compliquées en Amérique. L'essence est rationnée. Je ne pouvais plus utiliser ma Rolls-Royce. Bah oui. Alors, je l'ai vendu la mort dans l'âme pour payer mes frais au Dolmonico, l'hôtel, quoi. Je sais ce que tu vas dire. Il faudrait peut-être que je trouve du travail, mais tout est axé sur l'effort de guerre. Tu me vois dans une usine de munitions. C'est vraiment très dur. Je vais mal, je suis surveillé. C'est la FBI, j'en suis persuadé. Ils ont des étrangers à l'œil. Je ne sais pas ce qu'ils croient. Dois-je cela à mes relations avec Churchill ou Beaverbrook? À moins que Valentine n'ait encore raconté n'importe quoi sur moi. Je me demande si le Londoner's Log paraît encore. Dudley, comme j'aimerais te retrouver vite. Je suis. Et puis la jeune Valencia et le jeune Edward, que je ne connais pas. Tu l'as appelé comme notre père. Mon petit frère, tu me manques. Fais attention à toi. J'ai toujours détesté le désert. Je ne joue pas les braves et reviens vite. Oh, comme je déteste Noël sans toi. Je t'aime tant. Ta grande sœur aimée, Doris. Voilà, donc une évocation à Doris, une évocation de cette période, la période de Churchill, de la Seconde Guerre mondiale. De la première aussi, enfin toute cette période que j'ai évoquée avec le livre d'histoire. Donc cette fois-ci, je vous retrouverai que dans 15 jours pour un autre sujet. Et pensez aussi à acheter le sabre de Damas, qui pourra vous distraire pendant l'été. Voilà, à très bientôt.